Comme régulièrement, j'essaie d'analyser le marché parce que oui, le marché du camping-car, mais il n'y a pas que dans le camping-car, ça concerne un petit peu tous les marchés, je pense, aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché du camping-car. J'essaie d'analyser un petit peu les tendances, un petit peu comme je le faisais quand j'étais dans le camion, pour être sûr de ne pas me planter sur les évaluations et les changements, en fait. Parce que oui, du changement en ce moment, il y en a. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais encore présenter un nouveau véhicule. Aujourd'hui, présentation de la Kugoo Kirin G2 Max. C'est une très bonne trottinette et vous allez dire, mais c'est pas une trottinette ça, c'est un déambulateur, machin. Non, le siège est fait exprès, il est démontable, regardez, avec ses vis, mais ça on y reviendra plus tard pour un petit peu la fin de la vidéo, enfin la fin de la présentation où je vais vous dire les particularités de cette trottinette. Trottinette avec siège qui est démontable, donc si ça vous plaît pas, vous pouvez très bien l'enlever. Filmer 2-3 petits plans un petit peu sympathiques. Comme vous avez pu le voir, c'est sur deux terrains complètement différents qui sont la route et l'herbe qui est cabossée un petit peu avec des cailloux. C'est une trottinette qui peut être utilisée aussi bien sur la route que dans les petits chemins, forêt ou sur l'herbe. Je trouve ça vraiment bien. Bien sûr, vous n'aurez pas du tout la même vitesse, mais je trouve ça très bien. Maintenant, on passe à la conclusion. On se retrouve pour la conclusion. Sympathique, derrière le Oural. C'est la Kugoo Kirin G2 Max. Donc, cette trottinette de base, elle est à 1100 €. En ce moment, on a des réductions donc sur le site et vous pouvez économiser 310 € sur cette trottinette et donc la payer quasiment 790. Ce que je trouve être une bonne offre. Pour tout ce qui est un petit peu puissance de trottinette, elle est à 960 watts, donc quasiment 1000. Vitesse max, elle nous est donnée à 55 km/h. Alors je sais pas si on peut atteindre 55 km/h. En tout cas moi le max que j'ai atteint c'est 51 et peut-être qu'au fur et à mesure de rouler avec, elle peut un peu mieux marcher comme ça a pu le faire avec certaines. La batterie c'est une 48 volts 20 ampères-heure. Alors, il y a jusqu'à 80 km d'autonomie. Ça peut varier entre 70 et 80, ça dépend de l'utilisation, de comment votre conduite va être. Par exemple, si vous roulez tout le temps à 40, ce sera environ 70, ce qui est déjà vraiment pas mal. Elle peut gravir des pentes jusqu'à 30%. Elle est capable de s'adapter un petit peu au terrain. S'il y a des grosses bosses, elle pourra les passer sans problème. Parce que la selle, elle est équipée d'une suspension, il y a suspension avant et arrière, mais ça je vous ferai un petit tour de l'engin on va dire après. Sur cette trottinette on a 3 vitesses, la vitesse 1 c'est de 1 à 15 km/h, ce qui est déjà pas mal, vitesse 2 de 15 à 30 et la vitesse 3 de 30 à 50, on nous dit 55 mais voilà j'ai pris 51 dans la descente qu'on voit de temps en temps. Si vous voulez pas rouler trop vite, vous pouvez mettre vitesse 2, vitesse 1. Les roues, c'est des 10 pouces. C'est vrai qu'elles sont un petit peu petites, mais les suspensions sont très confortables, donc ça amortit très bien les chocs. Donc comme je vous ai dit, ici les suspension arrière et ici suspension avant, qui va très bien amortir les chocs. Cette trottinette, vous pouvez très bien l'utiliser sans le siège si ça vous dérange en la démontant, en démontant tout simplement le siège.
avec ces vis, vous voyez, là, vous les détachez et vous enlèverez donc ce siège. Je vais pas le faire maintenant parce que moi j'aime bien comme ça. Ici vous avez un petit endroit pour poser votre pied. Par exemple si vous voulez faire une roue arrière ou voilà, ça peut être plutôt utile. Comme toutes les trottinettes qu'on vous a présentées, cette trottinette est équipée de freins à disque. Pour ce qui est tableau de contrôle, ah bah elle vient de s'éteindre, donc je vais pouvoir vous montrer comment on l'allume. Vous avez une clé que vous pouvez détacher, voilà, pour éviter qu'on vous la vole. On peut quand même vous la voler, donc je vous conseille de la garder chez vous. Mais voilà, cette clé va vous permettre d'allumer cette trottinette, plutôt de activer l'électricité. Ensuite, c'est ici que vous allez l'allumer. C'est un bouton un petit peu start and stop, comme sur les voitures. Pour changer de vitesse, vous allez appuyer une fois. Regardez, là je vais appuyer. Le bouton, là à droite ça va changer. Là on est en vitesse 2. Maintenant 3. Les km/h c'est ici. La batterie c'est ici. Là comme vous pouvez le voir, j'ai fait avec 20 km. Et je suis toujours à 8 bars. Bon j'ai déjà chargé donc je sais pas mais. Frein arrière, frein avant. Ici on a tout ce qui est clignotant. Clignotant à gauche, vous voyez. Là ça clignote. C'est pas mal pour en ville, montrer où on va. Il y a bien sûr un klaxon. Et le feu, voilà, pour allumer vos lumières, être visible quand il fait nuit. Là on voit pas très bien mais c'est allumé ici, voilà. Ça se plie, cette trottinette. Alors on enlève la selle, on desserre la base du support de selle, on appuie, on plie comme ça. Le guidon est également en hauteur, hein. On a ici une molette qui permet pour la position debout de pouvoir augmenter la hauteur. On a 3 positions, voilà, voilà, 3e position. Donc quand tu veux faire de la trottinette debout, bien c'est tout à fait possible. Pour plier la trottinette, ben voilà, tu vois, on desserre ici alors ça c'est très costaud, hein. C'est vraiment un truc qui est fait pour... et voilà, tu vois. Et là on a un petit crochet là, qui permet de pouvoir attacher la trottinette pour éviter que ça bouge. Ça se range beaucoup plus facilement. Pour la remonter, c'est tout simple, on redresse ici, et ensuite on va serrer. Et voilà, là c'est serré. Et ensuite, où tu peux l'utiliser en trottinette. Alors la potence, elle va te gêner un petit peu, hein, donc c'est vrai qu'il vaudrait mieux la dévisser et l'enlever. Mais sinon, tu remets ton support, là, ici, en appuyant sur le petit bouton, voilà, et ensuite, de resserrer. Il suffit de remettre la selle. On serre. Tout au niveau du poids, bon, voilà, c'est pas excessivement lourd, hein, ça se transporte assez facilement. Il y a une grosse batterie, il y a un moteur qui est assez puissant. Donc c'est forcément plus lourd qu'une petite trottinette légère, mais ça va, c'est surmontable. Cette trottinette, elle est à un prix de 800 €, ce que je trouve assez raisonnable. Et avec le code qui est juste ici, vous allez avoir je sais pas combien de pourcents, je suis pas informé. Donc une très bonne trottinette. Donc j'ai oublié de vous dire le plus important pour avancer, c'est ici. Pour ce qui me concerne, je fais de l'aide à la recherche, on va dire, hein. Donc j'essaie de réfléchir à ce qui se passe sur le marché du camping-car. Et dernièrement, j'ai filmé 3 véhicules, je crois les 3 derniers véhicules que j'ai filmés. Donc il y avait un Frankia, je pensais qu'il allait partir comme une fleur, et puis finalement il n'est pas parti, malgré l'explosion, hein. Je pense que j'ai jamais fait autant de vues sur une vidéo. On a dépassé les 250 000 vues. Mais en fait, j'ai eu très peu de monde intéressé. J'ai eu 3 personnes au total qui pensaient que c'était un VL. Alors il est vrai que le véhicule a le cul un peu entre 2 chaises. En plus, il a déjà été présenté par Cyril et Eddy il y a 2 ans en arrière. Je pense que oui, le prix est plus élevé. Moi, j'ai évalué le prix en fonction de la tendance. Et aujourd'hui, la tendance, elle bascule, hein. Donc il y a plusieurs explications à ça. C'est qu'au moment où moi, je fais la vidéo, on est sur le haut de la vague, mais on est en descente. Mais ça, on ne le sait pas encore, en fait, hein. On ne le sait pas encore et on le sait plus tard, comme maintenant. On peut l'analyser aujourd'hui. Mais au moment où moi, je vais voir ce véhicule, je donne le prix, la tranche basse, en plus, hein, c'est pas une tranche haute. Je donne une évaluation qui du coup, je donne une évaluation avec les exigences du vendeur également, hein, parce que le vendeur, lui, il a un prix dans la tête et c'est difficile après de lui faire admettre que ce prix-là n'est pas le bon.
Ensuite, ben, on apprend que le véhicule en fait a été vendu beaucoup moins cher 3 ans ou 2 ans en arrière. Et de ce fait, oui, en effet, on aurait pu faire mieux. En connaissance de cause, on aurait pu faire mieux. Mais voilà, il n'est pas vendu. Il n'est pas vendu et c'est un véhicule qui, pour moi, réunit tous les arguments. Alors, il est vrai qu'un véhicule qui fait 6,50 m et qui est en poids lourd, c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que quand on achète un poids lourd, souvent, on veut de l'espace. Et là, c'est vrai que le véhicule, du coup, il a l'espace. Mais il est condensé d'un 6,50 m. Moi, j'ai trouvé que c'était le combo parfait, mais on n'a pas trouvé preneur. Alors, je me suis expliqué ça comme ça, en disant, c'est un poids lourd, il est court, il a été présenté chez Cyril et Eddy. Peut-être que si il avait été en dessous de 50 000, il serait vendu. Tu vois, et nous on l'a proposé à 58 500. Donc ça, voilà, premier petit déclic qui m'a un petit peu surpris en fait, parce que je pensais franchement qu'il serait vendu le lendemain. Ensuite j'ai présenté un Niesman Bischoff, tu peux voir le lien de la vidéo ici, il est toujours à la vente. Et là, il y a des acquéreurs de ce type de véhicule, même si c'est pas dans vos idées, il y a des gens qui achètent ce type de véhicule neuf et qui les payent 320 340 000 euros. Donc, en présentant ce véhicule à 215 000 euros, je pensais clairement je pensais pas avoir 10 personnes, mais je pensais avoir 1 ou 2 personnes intéressées et je pensais pouvoir le sortir, sinon je l'aurais pas filmé. Mais non. J'ai pas eu du tout de demande. Alors tu vas me dire, et à juste titre, c'est pas donné quand même, hein, c'est pas rien. Le montant, il est quand même assez exorbitant pour un camping-car. Mais comme je viens de te le dire encore une fois, il y a des voitures qui ont un prix exorbitant et qui se vendent malgré tout. Il y a des camping-cars qui ont un prix exorbitant et qui se vendent. Il y a qu'à voir d'ailleurs les marques de luxe aujourd'hui qui ont considérablement augmenté dans le camping-car. Hein. Il y a des véhicules qui ont pris 100 000, plus de 100 000 euros. Hein. Un Niesman comme celui-là, quelques années en arrière, ça valait facilement 80 000 euros de moins. On a descendu le prix, alors je ne sais pas si c'est passé inaperçu ou pas, mais on l'a mis en dessous de 200 000. Voilà, il est à 199 500. Je trouve que là, ça fait quasiment 130 000 euros de moins que le prix neuf. Je trouve que c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Mais malgré tout, voilà, c'est vrai que la vidéo est passée, il aurait fallu refaire une vidéo quasiment. Hein. Alors ce sera peut-être le cas, certainement le cas en septembre, s'il n'était pas vendu avant le mois d'août. À ce prix-là, je pense que franchement, ça fait un bon... le propriétaire accepte de perdre gros en fait. Hein. Pour quelqu'un qui veut acheter du neuf, là la question ne se pose même pas. 130 000 euros de moins hein, pour 2020 en fait, 3 ans avec peu de kilomètres. 11 000 km de mémoire, ça reste quand même une excellente affaire. Mais malgré tout, il n'est pas vendu. Derrière ça, je présente un Le Voyageur. Là, c'est pareil, on est sur un 2018. On a un prix qui est correct, je trouve, compte tenu du prix neuf. Alors vous allez me dire, c'est spécial, c'est un Le Voyageur. Hein. Et aujourd'hui, Le Voyageur n'a pas la même réputation qu'il avait pour les véhicules d'avant 2014. Donc forcément, il peut y avoir des choses qui font réfléchir et qui commencent à se savoir et qui commencent à faire tache d'encre pour cette marque. Et ça peut en effet repousser les intéressés. Donc voilà les explications globalement que je me donne sur les derniers véhicules présentés. Mais entre-temps, je continue à scruter et à scanner le marché. Et là, on va le voir ensemble. Hein. On va aller, ça va être très simple et ça va aller très vite. Déjà sur le neuf, il y a des marques sur lesquelles prochainement je vais te présenter un Westberg sur Westberg, c'est ça, sur un châssis Mercedes. Je vais le faire prochainement. Il y a 1600 km, il est neuf. Il est vrai qu'au moment de décider le prix catalogue, il est extrêmement élevé, hein, puisqu'il a bien augmenté. Mais lorsqu'on regarde les tarifs du neuf sur le Bon Coin, parce que oui, il y a des gens qui mettent du véhicule neuf sur le Bon Coin parce que les concessionnaires n'arrivent pas à les sortir, eh bien le prix il n'est pas le même que sur le prix catalogue, tu vois. Ils sont déjà en train de faire des remises sur des véhicules qui soi-disant sont rares et qu'on n'arrive pas à trouver. C'est tout au moins ce qui est véhiculé à l'acquéreur lorsqu'il se présente chez un concessionnaire. On continue à surfer sur la pénurie et on dit attention, si vous prenez pas celui-là, vous allez attendre 2 ans, machin. Bon, c'est souvent ce qui est dit. Et le problème, que là on le voit, ça transpire, ça marche pas. Ce discours-là ne marche plus. Donc, ils descendent le prix des véhicules, quitte à faire quasiment peu de marge, ou très peu, ou un peu de marge, mais très peu. Ils préfèrent descendre le prix plutôt que de rester avec les véhicules, parce que passé l'été, il y a des véhicules qui se vendent plus. Hein. Il y a des véhicules qui se vendent toute l'année, hein, qui sont faits pour presque y habiter, on va dire. Ils ne sont pas faits pour ça, mais on peut le faire.
Et il y a des véhicules au contraire qui, après la saison, là ça dégringole, hein, et là ils sont obligés de vraiment faire des grosses remises. Et comme c'est dans leur stock, bah, ça coûte de l'argent. Du coup, on commence à voir là par exemple un camping-car McLouin Heavy 79G Diamond à 57 300, il est de 2017 le véhicule. 67 500 km, alors c'est vrai que pour un 2017, par rapport à d'autres, il a pas mal roulé. Là, je vais pas faire de considération de marque, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent ce que je pense de McLouin aujourd'hui, et voilà, j'en dirai pas plus, mais dans tous les cas, le prix pour un 2017 est relativement modéré, je trouve. Ensuite, on va avoir un camping-car Hymer intégral poids lourd, de 2010 avec 68 000 km, poids lourd sur un châssis Mercedes, je pense. On va regarder ça tout de suite. Non, il est sur un 3 litres. Hein. Il est sur un 3 litres, boîte 6 vitesses robotisée. 2010, 57 000 euros. Encore une fois, je pense que 2 mois en arrière, là, on aurait eu un tarif... alors l'annonce a été mise hier, mais... Je pense pas que ça parte très très vite. 2 mois en arrière, il aurait été autour des 68, hein, je pense. Hein. On a encore un McLouin de 2013. Alors tu vois la différence par rapport au 2017. Là, le 2013, il est à 54 900. Il a 4 ans de plus. Alors par contre, il a moins de kilomètres. Mais là, tu vois, par exemple, c'est un Pro. Le prix est quand même un peu élevé pour un 2013 comparativement au premier qu'on a vu. Et là, ça commence. Là, on a un Carthago Chic E-Line Occasion de 2012 avec le prix en baisse à 54 990, pour ne pas dire 55 000. C'est un Pro encore une fois. Si c'est marqué prix en baisse, c'est qu'il ne vend pas. Hein. C'est un 3 litres 180 chevaux, poids lourd, 4 tonnes 5, qui est un peu, voilà quoi, qui est là. Hein. Qui est là, et puis alors on n'a pas le retour sur le prix parce que je ne l'ai pas suivi ce véhicule, donc on ne peut pas savoir si le prix a été nettement plus élevé, mais je ne doute pas qu'il devait être autour des 60 000 balles, hein, peut-être même au-dessus. On a ensuite chez un autre concessionnaire un Fleurette intégral Discover de 2010 à 48 990. Bon, prix en baisse aussi. Il a 84 000 km, ça reste cher quand même. Je pense pas qu'à ce prix ils le vendent. Aujourd'hui, je pense pas, honnêtement. À surveiller. Il est sur un 3 litres 160 chevaux également. En fait, les indicateurs, c'est pas vraiment le tarif là. Le tarif, il reste élevé. Mais c'est le prix en baisse. Le prix en baisse qui m'interpelle. Là, on a un 966M sur châssis Mercedes 3 litres de 2011 à 55 500. Celui-là, si tu regardes, l'annonce, elle date du 18 juillet. Donc elle est très récente, il faudra voir s'il reste ou s'il part, ou s'il est parti, mais il est sur un châssis Mercedes, hein, 3 litres, 190 chevaux. Je pense qu'il va pouvoir encore descendre son prix là, parce que ça va être un peu compliqué. Et voilà, hein, la valse, elle est là, par exemple, un 2008 à 45 000 balles, en rapido, un 90-90, avec un 2 litres 330 chevaux. Clairement, il va avoir beaucoup de mal à le vendre 45 000 aujourd'hui, de 2008. Hein. Si moi je devais évaluer un véhicule comme ça, je mettrais 38, mais je ne mettrais pas 45, compte tenu de ce qui est en train de se passer. Hein. Un Hymer, alors tu vois, ça c'est l'exemple, un Tech, Rotec 745 groupe Hymer. Je te rappelle que ces cellules-là étaient garanties 12 ans, je pense que ça a descendu maintenant, de 2014, 35 000 km à 57 900. Voilà, ça reste bien placé, je trouve. C'est chez un concessionnaire, c'est ça qui est étonnant. L'annonce date du 14 juillet. Est-ce que c'est une première annonce? Est-ce qu'elle a déjà été remise? Je sais pas. Là, le Voyageur LVX 850 de 2009 à 51 900, prix en baisse. Bah oui, parce que là, il est vrai que le Voyageur ancienne génération sont souvent à des prix qui sont assez perchés. Et là, on se rend compte que, 3 litres, c'est un Mercedes, encore 3 litres, 180 chevaux, 6 cylindres. Hein. En poids lourd, bien sûr, parce qu'ils sont la plupart du temps en poids lourd. Mais voilà, là, le prix est en baisse. Et l'annonce date du 14 juillet. Et on est chez un concessionnaire aussi. Bon, après, il y a toujours des tarifs, voilà, un camping-car Hymer intégral de 2011 à 56 500. On a des prix qui sont quand même encore perchés, mais dans le lot, voilà, là, on a un Detlef intégral à 54 600 de 2014. J'ai l'impression, et l'avenir me le dira, qu'il y a quand même un coup d'arrêt dans la vente de camping-car aujourd'hui. Il y a pas mal de choses. Alors là par exemple, un camping-car Frankia, la même config que le mien, mais en intégrale, 55 000 euros de 2010. Ça, c'est pareil. C'est un Luxury 840, hein, donc il est en Luxury comme le mien, double essieu, 5 tonnes, 3 litres 160 chevaux. Je trouve que pour un 2010, le prix est modéré aussi,
Alors là, apparemment, il y a un plan de travail tout en bois. On a un lit central et pas des lits jumeaux comme le mien. Je le trouve, l'annonce date du 4 juillet. Donc, si l'annonce est là, je suppose que le véhicule est toujours à la vente. Voilà, c'est dans le 83. Alors, on va s'arrêter là, hein, c'est pas la peine, on peut faire tout le... En fait, c'est simple, hein. Là, on a un camping-car Imer, par exemple, de 2010, 85 000 km, B698 CL, il est dans le 66 à 35 000 €. Alors, qu'est-ce que c'est son problème? 85 000 km, motorisation. Alors, la motorisation, c'est... Il dit que c'est une très bonne motorisation, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, alors si c'est peut-être un 130 chevaux, mais peu importe. 35 000 € pour un 2010, le prix est plus que modéré. Hein. Alors, et leur prix en baisse ensuite, voilà, à Silingy, hein, 74, ça doit être chez un Concess, un 991 DF, 140 chevaux 2012, prix en baisse, 49 500. Un Rapido 991 DF, lisse centrale intégrale, 2012, prix en baisse à Avignon. Il y a des prix en baisse de partout. Prix en baisse, ça sous-entend que le véhicule est à la vente et qu'il ne se vend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas forcément attendre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément attendre. Peut-être continuer à baisser. Hein. Mais ça veut dire que les gens qui envoient déjà un signal de prix en baisse, moi, si je cherche ce type de véhicule, j'essaie de baisser le prix encore. Tu vois, les signaux qu'on envoie prix en baisse et forcément sur le Bon Coin c'est marqué, hein, prix en baisse. On a décidé de montrer qu'on a baissé le prix. Ça veut dire que tu l'as sur les bras, ça veut dire que tu n'arrives pas à le vendre. Ça veut dire que là, moi, si je suis négociateur, je viens et je négocie le prix. Je pense qu'il y a une réalité. Les véhicules ne se vendent pas en ce moment. Il y a peu de négociations. Et je pense que si tu dois acheter, c'est peut-être le moment de négocier. Hein. Ça sous-entend que y en a qui te diront non, mais il y en a certainement qui te diront oui. Parce qu'en fait, il s'est passé un truc. C'est que il y avait pénurie de camping-car neufs. Hein, il y avait, suite aux composants, aux problèmes et que tu connais, hein, qu'on a relaté nous-mêmes, hein, augmentation des prix. Et les augmentations de prix ont été spectaculaires, hein, et brutales, dues au coût des matières. Hein, et moi je le vois, j'ai commandé des aciers pour faire le bas, le rehaussement de la cellule du camion. Je vois bien le prix des aciers, il a considérablement augmenté. Mais l'acquéreur, lui, il n'est pas prêt à tout accepter. En fait, il n'est pas prêt à passer de 60 à 80 000 €. Hein. Il était autour de 60 et aujourd'hui, il lui faut 80 000. Donc, il y en a certains qui ont jeté l'éponge, une bonne partie. Et du coup, on se retrouve avec la production qui reprend le niveau qu'elle avait avant tout ce qu'on a connu. Et on se retrouve un petit peu en surproduction par rapport aux acquéreurs, je pense. Ou surproduction, ou alors tout simplement les gens. C'est pour ça que le marché de l'occasion reste quand même relativement pauvre par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant, mais on n'a pas d'acquéreurs en fait. On a peu d'acquéreurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de garder leur camping-car et de ne pas changer pour du neuf. Il y en a certains qui ont dit moi j'achèterai pas, hein. Il y en a qui ont remis leur projet à plus tard et voilà. Alors je pense que le moins de 30 000 garde un niveau, une forte demande en fait, hein. Il y a une forte demande sur les véhicules de moins de 30 000. C'est vrai que on est nombreux. Non, on n'est pas nombreux. Il y en a quelques-uns, quand ils arrivent à mettre de l'argent de côté, oui, ils peuvent faire un effort, mais ils montent rarement en paiement comptant au-dessus des 30 000 €. Hein. Souvent, ils ont vendu un véhicule, bon voilà, ça leur fait un peu, avec les économies, c'est un peu plus facile. Après, au-delà de 30 000, ça devient un petit peu plus compliqué. Je dirais que la tranche qui commence à poser problème dans les ventes, hein, pour trouver des acquéreurs, c'est au-delà des 40. Et alors ensuite, il y a la tranche des poids lourds, un peu dans le gabarit du mien, où là, c'était difficile de trouver des poids lourds en dessous 60 000. Et bien là, il y a certains véhicules qui étaient au-dessus de 60, qui descendent en dessous de 60 maintenant, qui se situent autour des 55, 58. Ça devient possible, hein, alors que c'est vrai qu'à un moment, c'était complètement impossible. Après, il y a une tranche un petit peu à part, où là c'est difficile de mesurer un peu les ventes, c'est les camping-cars de luxe, hein, un petit peu comme celui qu'on a présenté récemment. Alors il y a toujours une forte demande sur les gros liners type Concorde ou dans lesquels tu peux rentrer la voiture. Ça, je pense qu'il y a toujours une demande, mais dans des prix qui restent sous les 200 000. C'est vrai qu'on voit pas mal de gros véhicules. Alors ça concerne très peu d'entre nous, hein.
Ça me concerne pas déjà, ça me concerne moi parce que forcément j'en ai qui sont proposés à la vente, mais des véhicules avec des très très gros montants en camping-car, là c'est pas évident, là ça peut traîner un bon moment et il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté quand on vend un véhicule comme ça. Et puis l'acquéreur, lui, il est beaucoup plus compliqué et difficile sur ses choix. En fait, c'est pas une histoire de prix, c'est une histoire de configuration et une histoire de prix quand même, hein. Il est clair qu'aujourd'hui un Concorde, un Liner avec un garage voiture, au-dessus de 200, ça va commencer à piquer. Un Morello, c'est pareil. Au-dessus de 200, ça va commencer à être compliqué parce qu'après, on atteint des niveaux où les moyens sont quelquefois beaucoup plus importants et quelquefois on cherche beaucoup plus récent. Hein. Aujourd'hui, un Liner, un gros véhicule dans lequel tu peux rentrer ta voiture à 200 000 euros, c'est un véhicule qui va avoir 12 ans. 12-13 ans, tu vois. Et ceux qui ont beaucoup plus de moyens, quelquefois ils disent non, c'est un peu trop vieux, je veux plus récent. Mais là, il n'y a pas de descente, hein. C'est l'amateur qui se présente ou qui se présente pas au moment où tu vends un véhicule comme ça. On peut pas vraiment parler de... Là, c'est un peu hors marché, on va dire. Voilà, c'est un peu hors marché. Les volumes sont pas du tout les mêmes, donc on peut pas trop faire tirer de conclusions sur cette catégorie de véhicules, bien qu'il y en ait quand même pas mal à la vente, je trouve, dans ce gabarit, hein. Pas forcément avec le garage voiture, mais il y a beaucoup de gros camping-cars qui ne trouvent pas preneurs. Certainement parce qu'ils sont surévalués au niveau du prix. C'est souvent ce que j'explique, hein, lorsque j'ai quelqu'un qui veut vendre un Liner avec un garage. C'est vrai qu'on peut les voir quelquefois dans des annonces à des prix très élevés. Maintenant, est-ce qu'ils sont vendus? C'est ça le problème. Je vais te citer un exemple tout simple. J'avais présenté un Morello il y a quelques temps que j'ai enlevé depuis parce que j'ai enlevé la vidéo parce que le véhicule est chez un concessionnaire et le concessionnaire, lui, il tape 50 000 euros au-dessus de ce que moi j'avais établi comme prix. Hein, et je ne sais pas s'il est vendu là aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'il va avoir grand mal à le vendre. Hein, surtout que, oui, c'est souvent des concessionnaires qui vendent du neuf à côté. Donc je suis sceptique. Hein, je suis sceptique. Je pense déjà que le prix pour moi, le prix qu'on avait mis, c'était le juste prix. Il était à 248 de mémoire. Au-dessus de 290, là, c'est un véhicule de 2011. 2012, 2011 je crois, ça commence à faire chaud, ça commence à piquer. Même si y a des services en plus, une garantie et tout, je pense que c'est pas évident. Ce qui explique que oui, il y a des véhicules qui se vendent pas, mais c'est pas toujours parce que le marché est pas là. C'est quelquefois que les vendeurs sont un petit peu trop gourmands. En fait, un camping-car qui reste 3 semaines en annonce, tout au moins pour les mois qui ont précédé, c'est un camping-car qui ne se vendra pas, hein, clairement, hein, qui n'est pas au bon prix, qui va être difficile à vendre. Voilà. La plupart du temps, si le camping-car est au bon prix, est attractif pour la personne qui va l'acheter, hein, sur le marché de l'occasion, il ne reste pas en fait, il se vend très vite. Hein. Si par contre il n'est pas au bon prix, oui, ça peut traîner des mois et des mois. Alors après, on peut toujours avoir un coup de chance, quelqu'un qui n'a pas suivi, qui n'a pas vu que le camping-car est réapparu plusieurs fois en annonce, parce que c'est ça aussi, on estime que dans le camion par exemple, c'est un peu la même chose, hein, une annonce, quand elle a dépassé un certain délai, elle est morte en fait, hein. Il faut changer les photos, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des concessionnaires, quand ils ont plusieurs concessions, ils envoient leur véhicule ailleurs, parce qu'il est vu dans une autre concession, parce que s'il reste trop longtemps dans la même concession, on envoie un message négatif, il se vend pas en fait, et les gens sont attirés par ce qui se vend. Je vais te donner un exemple tout con, hein. On me demande... est-ce que c'est vendu ça? Est-ce qu'il est vendu? Si je leur dis non, il n'est pas vendu, ça n'intéresse plus en fait. S'il avait été vendu, la personne aurait dit ah zut, ça m'aurait intéressé. Mais le fait qu'il ne soit pas vendu, ça éveille un soupçon, ils se disent tiens c'est bizarre, pourquoi il n'est pas vendu? Non, finalement j'en veux pas. C'est étrange mais c'est comme ça. Et donc quand tu vois une annonce qui traîne sur le Bon Coin par exemple, et que tu la vois... sans arrêt, elle est remise au moment où elle est supprimée. Je crois que c'est supprimé tous les 2 mois. Le message, il est très très mauvais, très négatif. Il faut quasiment couper des annonces et couper pendant un bon mois, 1 mois et demi, et remettre une annonce avec des nouvelles photos, avec un nouveau descriptif pour qu'il ait l'air d'être un véhicule qui vient d'être mis en ligne, tu vois. C'est souvent le problème, hein. C'est souvent le message ensuite qui est envoyé, tout comme prix en baisse. Prix en baisse, pour moi, ça a une consonance négative, c'est un aveu d'échec en fait. Et le problème, il est là, dans la tête des gens, tout au moins c'est comme ça, on envoie un message négatif. Quand on descend le prix,
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui le font. Je pense que c'est anti-commercial. Il faudrait mieux de supprimer leur annonce et de la refaire. Parce que d'avoir un prix en baisse sur l'annonce, c'est très mauvais. Comme un urgent. Urgent, pour moi, quand il est marqué urgent, je vais appeler, je vais caler le prix, hein, c'est clair. Hein. Je vais descendre le prix. Et si vraiment il a mis urgent et qu'il ne descend pas le prix, bah, il a tout loupé. Son annonce est morte. Hein, il peut l'enlever. Voilà. Pour moi. Pour moi, je précise bien. Parce qu'il y en a qui vont m'écouter, ils vont me dire non, c'est n'importe quoi. Mais j'estime que c'est comme ça. Voilà la famille, donc si tu es en phase d'achat, prends ton temps. Prends ton temps, hein, je parle pas pour ma paroisse là, hein, je parle pour toi. Prends ton temps, scrute bien l'ensemble du marché, regarde bien si l'annonce. Il faut suivre le marché en fait quand tu achètes quelque chose. Il ne faut pas se précipiter et acheter dans la semaine. Il faut suivre un peu. Et quand tu suis le marché, bah, tu vois des annonces qui disparaissent et qui réapparaissent. Et tu vois que les véhicules ils traînent quelquefois. Parce qu'il y en a peu qui payent la remontée des annonces sur le Bon Coin. Hein. Donc les annonces, quelquefois, quand par exemple tu as une annonce qui date de début juillet, là on est le 20, bah, c'est pas normal en fait, tu vois, 15 jours, 3 semaines, c'est long. Ça veut dire que le véhicule, il peine à trouver son acquéreur. Hein. Pourtant tu vas me dire, ouais mais c'est que 2 ou 3 semaines. Mais un véhicule qui est au prix attractif, comme ça, hein, le lendemain il est vendu. Tu vois ? Ça va aussi vite que ça. Hein. Et l'année dernière, c'était carrément, il était réservé, les personnes ne l'avaient même pas vu. Hein. Voilà, il avait vu en annonce et bim, ils avaient versé un acompte, tu vois. C'est d'ailleurs ce qui a profité à beaucoup d'escrocs. Hein. Voilà, c'est fini pour ce petit volet. Ben, dis-moi si ça, en commentaire si tu as envie de temps en temps que je te fasse un petit état comme ça du marché, peut-être te faire ressortir des petites choses qu'on peut voir sur le Bon Coin pour te montrer un petit peu la réalité des choses, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses de la part des professionnels. Il y a des tendances qui sont véhiculées et sur lesquelles on va surfer pendant quelques mois et même quelquefois quelques années. Et malheureusement, les choses ne sont pas toujours les mêmes, elles changent et il faut regarder pour se faire sa propre idée. Après les elfes qui se baladent tout nus dans la nature, qui font des concours de pipi et tout ça au bord des trous. Les elfes, je te rappelle, c'est comme ça. Par contre, ils sont bien équipés. Et du coup, ils font souvent des concours. Voilà. Il va te raconter tout ça, mais bon, là, on est sur un autre sujet. On est sur un sujet dans Eva Style aujourd'hui. Alors, pour les plus sceptiques, on va un peu s'envoler. On va un peu partir en live. Des extraterrestres. Ouais. Pourquoi ? Parce que les derniers temps, il y a énormément, on en parle énormément des apparitions par-ci, par-là, au-dessus d'Ukraine, en dans Pologne, des endroits stratégiques. Derniers temps, on en parle beaucoup. Il y a des gens qui sont invités dans les émissions, qui sont des experts dans le domaine. Disons qu'il y a des apparitions qui sont à chaque fois, ensuite, il y a des enquêtes, mais qui font pas trop de bruit. Il y a beaucoup de gens qui voient la même chose, et au final, on dit ah non, il y a toujours une explication en fait, hein, la plupart du temps. Mais il y a eu des apparitions, notamment il y a quelques années de ça, sur des centrales nucléaires qui étaient à risque, sur lesquelles il y avait des problèmes. Voilà, donc. Alors, on se demande pourquoi. Pourquoi d'un coup, soudainement, il y a tellement d'apparitions. Et pourquoi aussi pourquoi ils se montrent pas officiellement. Il y en a beaucoup de sceptiques qui disent pourquoi ils se montrent pas officiellement. Bon, j'en ai reçu quelques-uns au garage. Ah bon? On a discuté, je leur ai payé une bière. N'importe quoi. Alors, pourquoi d'un coup on les voit plus? Parce que ça c'est des explications de ceux qui s'intéressent au sujet. Hein. C'est pas mes idées. C'est pas Eva qui a pondu ça toute seule. Hein. Alors actuellement, comme il y a eu parce que ça a augmenté depuis qu'il y a la guerre avec l'Ukraine, entre Russie et Ukraine, parce que ils veillent, comme il y a le risque de guerre nucléaire, ils veillent que ça n'arrive pas. Et ça, en même temps, on peut donner l'explication pourquoi ils se montrent pas officiellement à tout le monde. Parce que c'est pas leur but, c'est pas leur rôle. Ils peuvent pas s'en mêler de nos affaires. Ils peuvent pas intervenir ils interviennent sur quand Terre. même Ils n'interviennent pas. Parce que il y a la loi dans l'univers de libre arbitre. Et ils nous laissent se débrouiller dans notre caca nous-mêmes.
Par contre, s'il s'agit de destruction de planètes, là, c'est une autre chose. Parce que si l'homme détruit la planète, ça a une influence dans tout l'univers. Ça peut avoir des conséquences sur eux aussi. Du coup, là, ils vont stopper. Si jamais vraiment il y a un risque comme ça, ils vont intervenir. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que si en plus les elfes se mélangent aux extraterrestres, ça peut faire une race à part en fait, un accouplement un peu bizarre. Bah, pas avec les elfes. Par contre, apparemment il y a beaucoup des extraterrestres qui sont là, qui travaillent sur l'humanité pour nous améliorer, pour augmenter notre. Ils travaillent sur ADN, ils travaillent sur nous. Bon, il y en a qui nous sont plus ou moins agréables et amicales. Il y en a qui sont pas du tout, qui nous aiment pas. Alors, est-ce que ces extraterrestres qu'on retrouve maintenant et qu'on appelle les extraterrestres, c'était ce qu'avant on appelait Dieu, les anges? On sait pas. Dieux, oui, les dieux de la mer, dieux de la terre, Zeus, machin, enfin tu vois bien. En tout cas, apparemment, nous aussi, on est des extraterrestres. On est des êtres qui étaient améliorés sur cette Comme terre. Mars attaque. Par ces êtres qui ont plus évolué que nous, qui nous ont améliorés et qui nous ont remis ici. D'où ça répond à ce trou dans la théorie d'évolution. Comment c'est arrivé que d'un coup l'homme est devenu si nos poilus blancs, etc. Rambo, lui, peut-être c'est un extraterrestre parce qu'il est tout poilu en fait. Hein. Alors, je vais vous dire avec les raccourcis, hein, cette singe qui était trouvée, qui s'appelle Lucie, tous ces genres de mi-humain, mi-singe, en fait, c'était vraiment une espèce complètement à part qui était améliorée et qui a donné un Homo sapiens, nous, pour travailler mieux sur la Terre, pour être un peu plus intelligent. Après, on est devenu un peu trop envahissant. C'est pour ça régulièrement la population humaine est un peu diminuée quand ça devient dangereux pour la planète. Et quand on commence à faire trop de cirque, on nous diminue en nombre. Là, par exemple, en ce moment, il n'y a pas assez de femmes, donc le gouvernement a dit, aujourd'hui, on peut changer de sexe, par exemple. S'il n'y a pas assez de femmes, le gouvernement dit, allez vous faire opérer, et puis comme ça, ça résout tous les problèmes, tu vois. Mais selon la loi de l'univers, tant que la Terre n'est pas en danger, ils ne peuvent pas intervenir. D'où donner notre accord pour quoi que ce soit est autant d'important. Quand on donne des accords, quand par exemple on a donné pour le vaccin, pour ci, pour ça, s'il y a d'autres choses qui sont cachées derrière, et nous on signe, on va vers les choses volontairement et on accepte, là plus personne peut nous aider parce que on accepte. Mais eux, ils peuvent pas violer notre libre arbitre. Ils peuvent pas nous imposer. C'est toujours fait d'une façon comme ça. Moi, j'ai mes parents qui ont vu au-dessus à côté de chez eux quand ils habitaient à Nice. Ils ont vu un engin énorme avec trois lumières. Mon père, ma mère, elle partait au sport et ils ont vu. C'est pour ça, ce serait intéressant de savoir qui y croit pas en fait. Dans les commentaires, ce serait pas mal de voir un peu s'il y a des gens. Même si vous avez eu une expérience, vous avez vu quelque chose aussi, ce serait rigolo de raconter. On a des très sceptiques qui vont demander qu'est-ce que j'ai fumé, qu'est-ce qu'on a fumé, et il y en a, on a une bonne partie quand même qui s'intéresse à ce sujet et qui croit. Ce serait un peu, je pense, comment on dit ça, naïf de penser que on est les seuls dans l'univers en fait, je pense. Ce serait un peu naïf de le penser parce que non, je pense pas qu'on soit les seuls, c'est pas possible. Après, sous quelle forme? Il y a plein de choses qui aussi dans les par exemple la construction des pyramides, la manière dont sont disposés les différents sites importants sur la planète, on dirait qu'il y a des... J'avais écouté un reportage une fois à ce niveau, ils étaient tous sur la même ligne, la même longitude ou latitude, je sais plus. C'était un peu étrange en fait. Il y a pas mal de choses qui sont inexpliquées, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, apparemment, une des théories dit aussi que les planètes, il y en a plein. La Terre, c'est une des planètes où il y a des êtres qui viennent d'autres planètes.
Par contre, à partir de moment où on s'incarne sur cette planète, on oublie d'où on vient et qui on était. Mais qu'on vient ici pour vivre certaines expériences que sur d'autres planètes, il n'y en a pas. Il y a des planètes, par exemple, où il n'y a pas d'émotion. Il y a des planètes où il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de genre féminin, masculin. Il y a plein de planètes, et puis apparemment, on peut changer. Ça, c'est c'est très extrapolé, je trouve, mais bon. Une de théories, des gens qui sont en contact avec... qu'ils ont été enlevés, de toute façon, tout ça, c'est que des théories. Le problème, c'est que dans les théories, on peut aller très loin. Ouais. Ça peut aller dans tous les sens, en fait. Chacun peut sortir sa théorie, et tu te retrouves avec un gros brouhaha. C'est souvent, d'ailleurs, il y a eu un peu ça aussi dans les alertes, dans les gens qui étaient contre. À force de dire n'importe quoi, ils discréditent ceux qui disent des choses qui sont crédibles. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme dans tout. Voilà. C'était la petite Eva Style. Donc, alors, faites attention à quoi vous donnez votre accord. Qu'est-ce que vous acceptez. Et puis, ça pour nous, c'est plus important. Hein, parce qu'à partir du moment où on donne accord à quelque chose, après, on est grillé. L'humanité est de plus en plus grillée. Elle est déjà bien grillée, mais bon. Voilà. On n'a rien fumé. On n'a rien fumé. On n'a rien bu. On est complètement normal. Il n'y a pas de problème. Voilà. À bientôt. À tout bientôt. À jeudi pour la prochaine vidéo sur Toon Truck. N'oublie pas de t'abonner, de liker, tout ce que tu veux. Ciao. Ciao.